Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille M. Alain Kamal Martial Henry, qui est directeur de la DIS du Conseil départemental. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce week-end était marqué par les célébrations du Fatma, on l'a vu à travers l'île entière, et nous en parlerons au cours de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 28 avril. La pêche et l'aquaculture mahoraise bientôt organisées de manière autonome, c'est en tout cas ce que préconise le Comité national de pêche. Les deux activités pourraient donc sortir de la CAPAM. Explication dans ce journal. L'école primaire d'Ajangwa a été le théâtre d'actes de vandalisme ce week-end, un phénomène récurrent que dénoncent fermement les habitants. Reportage. Quel regard portez-vous sur l'agriculture de Mayotte? Pour mieux penser les magasins de produits locaux de demain, la CAPAM a lancé une enquête d'envergure auprès de la population. Une opération menée par un cabinet de consulting parisien avec le concours d'étudiants mahorais. Reportage à la fin de cette édition. Ce week-end, le Comité national de pêche était de passage à Mayotte. Face à la situation précaire de l'activité, cette venue était attendue comme salvatrice. Même s'il y a encore du chemin à faire pour améliorer les conditions de travail des pêcheurs, le bilan dressé semble tout de même positif. Les précisions de Pierre Bellucci. Après ces 3 jours de visite en terre mahoraise, le Comité national de pêche tire la sonnette d'alarme. Boue, mauvaise odeur, risque de se blesser. Les conditions de travail des pêcheurs mahorais sont inhumaines. Face au manque de moyens terrestres de débarquement auxquels sont quotidiennement confrontés ces professionnels, le Comité national de pêche n'a pu que constater les dégâts. Si l'on y ajoute l'immobilisme institutionnel, la vente illégale ou encore la concurrence déloyale des thoniers au large, le manque de considération est devenu insupportable. On n'est pas consulté, on subit au jour, c'est-à-dire les décisions, on prend des décisions et après on nous donne voilà ce qu'on a décidé. On n'est pas consulté et on a constaté qu'on est devenu commune de la Réunion ou bien antenne de la Réunion. C'est la Réunion qui prend les grandes décisions en leur faveur et nous à Mayotte on subit. Je pense qu'avec le comité de pêche, on sera relié directement à Métropole et au niveau local, il y aura des concertations. Cette rencontre a en effet permis la signature d'une charte afin que les pêcheurs mahorais soient accompagnés vers l'indépendance par le Comité national de pêche. Dès 2017, les pêcheurs devraient ainsi posséder leur propre comité régional. En attendant, Régis Maceo a tenu à délivrer un message aux institutions. Si le message personnel à faire passer auprès de nos institutions, ce serait tout simplement de leur dire d'être à l'écoute en fait de notre profession et ne pas voir à travers notre profession, je dirais, les voyous comme il semblerait que nous sommes. Aujourd'hui, on va vous dire votre bateau n'est pas aux normes, mais on ne vous dit pas comment il faudra faire et avec quels moyens il faudra les mettre aux normes. On vous dira vous n'avez pas les contrats de travail qu'il faut. On ne vous dit pas comment on va élaborer un contrat de travail. Comment on va adapter ce contrat de travail pour faire en sorte que demain, les marins-pêcheurs puissent avoir des vrais contrats de travail adaptés à leur profession. Alors les institutions, j'ai envie de dire, au lieu de balayer notre profession comme ils la font, il faudrait nous accompagner également, nous accompagner vers le droit commun et non pas nous obliger le droit commun. Afin de mener à bien le détachement progressif avec la CAPAM, un comité local doit être créé dans les prochaines semaines. Si le combat vers la modernisation risque fort d'être long et fastidieux pour les futurs élus locaux, les pêcheurs se sentent désormais soulagés de posséder enfin un appui à l'échelle nationale. Nous vous parlions la semaine dernière de la visite à Mayotte de la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. Une visite très chargée avec, comme cela a été prévu, une étape dans la commune de Chirongui, reçue par Madame le maire et son équipe et accueillie comme il se doit par les habitants. La ministre a pu se rendre compte sur le terrain des enjeux réels que constitue le développement de la commune. Les précisions de Camille Leca et Fred Souleymana. Collier de jasmin, chant traditionnel et même port du salouva, c'est dans la plus pure tradition mahoraise que la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a été accueillie à la mairie de Chirongui. Et une fois dans la salle de réunion, place aux choses sérieuses. En effet, dans son discours adressé à la ministre et aux officiels, la maire de Chirongui s'est employée à décliner quelques-uns des projets qui préoccupent actuellement la commune. Comment garantir à nos enfants des conditions satisfaisantes d'apprentissage ? L'école, nous le savons, étant la clé du développement. Pour nous, c'est un honneur
d'abord pour Mayotte et puis pour la commune de Chirongui tout particulièrement. C'est un signe fort pour nous du soutien de l'État. Au niveau de la ville de Chirongui, sur les opérations de logement, nous savons que nous avons le plan logement outre-mer et que Mayotte n'est pas épargnée. Et n'a pas été oublié. Chirongui tout particulièrement, nous sommes dans cette ambition de pouvoir répondre aux besoins de logement exprimés par la population et en particulier la population en difficulté. Et des projets structurants, la commune de Chirongui en regorge, dynamiser le centre-bourg ou encore sauvegarder le patrimoine environnemental à travers la préservation de la mangrove. La ministre des Outre-mer a eu l'occasion lors de cette visite de constater les multiples efforts faits par l'équipe municipale. Et en parlant d'efforts, les habitants, eux non plus, ne sont pas en reste. En atteste cet entrepreneur qui, après avoir repris une menuiserie et créé une épicerie dans le village de Tsimkoura, a reçu les honneurs de la ministre en personne. On a signé une convention générale au ministère, mais de voir la réalisation, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Donc vraiment merci pour l'activité de l'ADI ici à Mayotte. Et je crois beaucoup à l'importance de l'ADI pour des structures comme celle-là. Parce que si on veut développer l'emploi dans les Outre-mer et à Mayotte en particulier, c'est vrai qu'il faut soutenir les petites entreprises parce que c'est là qu'il y a des besoins et qu'il y a des gisements d'emploi. Donc bravo, merci. Signature d'une convention de parrainage pour une première embauche, visite du site d'implantation de nouveaux lotissements. Autant dire que le passage de la ministre des Outre-mer dans la commune restera longtemps gravé dans le cœur des habitants de Chirongui. De nouveaux actes de vandalisme ont eu lieu ce matin dans la commune de Dembéni et c'est l'école élémentaire d'Ajangwa qui en a fait les frais. Ce n'est pas la première fois qu'un établissement scolaire de la commune est touché par ce type de dégradation. Un nouvel acte d'impunité qui provoque une fois de plus le ras-le-bol des administrés, comme en témoigne ce reportage d'Abbas Alidi et de Pierre Bellucci. Ils sont devenus monnaie courante dans la commune. Ce matin, des actes de vandalisme ont été signalés dans l'école élémentaire d'Ajangwa. Ce sont les agents d'entretien qui se sont aperçus que 2 portes avaient été forcées. À l'arrivée du personnel de l'établissement, 2 jeunes enfants terminaient le travail. Les coupables étaient pour leur part déjà en fuite, comme l'explique le directeur de l'école élémentaire. On nous dit que c'est des collégiens, d'autres disent que c'est des enfants de Dembéni, d'autres disent que c'est des collégiens du village, d'autres disent que c'est des élèves même du village. Mais personnellement, on n'a jamais vu. Moi, les 2 petits que j'ai trouvés, c'est des tout petits qui ont trouvé la porte ouverte, ils ont vu des choses dans la classe, ils sont rentrés pour se servir. Donc c'est forcément pas eux qui ont fait le coup, c'est des petits de 6-7 ans. Mais les coupables eux-mêmes, on ne les voit jamais. Des coupables jamais identifiés qui semblent pourtant nombreux, mais aussi et surtout inconscients de leurs actes. La MJC de la commune, aujourd'hui à l'abandon, en a déjà fait les frais. Une situation de plus en plus insupportable contre laquelle s'insurgent les personnes concernées. Les enfants ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui se pénalisent en cassant. Souvent parce qu'ils ont eu peut-être une punition de la part d'un enseignant, ils viennent tout casser en pensant punir l'enseignant, mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux-mêmes qui le punissent. Wana watu leo na jana renga mikiroba nwanona pia waketi watonona la tele nswarai wana wangu na huwatafadhali wana wangu na wajuhuma na wao si wanabi wa wajuhu wanwangia obani ni swatafadhali riswasika mindu walishe wasimenye maisha ya wananya watiti. À la primaire d'Ajangwa, toute la journée a été consacrée à la sensibilisation des enfants sur les conséquences de tels actes. À l'occasion, une inspectrice s'est rendue sur place. Demain, le maire de la commune et les parents d'élèves sont attendus afin que des solutions soient rapidement trouvées. L'insécurité, une problématique dont on parle souvent à Mayotte. Et pour tenter d'y remédier, de nombreux dispositifs ont vu le jour de part et d'autre, à l'instar de celui mis en place par le conseil départemental pour lutter contre les agressions dans les transports scolaires. En effet, suite aux violences subies par des élèves et des chauffeurs, plusieurs jeunes issus des quartiers réputés difficiles ont été recrutés en tant que médiateurs. Et plus d'1 mois plus tard, le bilan semble plutôt positif. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Fin de journée au lycée Younoussa Bamana et depuis l'arrivée d'une dizaine de médiateurs il y a maintenant 4 mois pour encadrer la zone de ramassage scolaire, les lycéens sont rassurés. Selon eux, l'insécurité a reculé. C'est important parce qu'on pourrait trouver des gens qui vont nous agresser et tout. Et eux, ils sont là pour nous protéger.
jusqu'à que tout le monde parte. Après, ils partent. Et ça, c'est bien. Parfois, il y a des gars qui rentrent dans le bus, mais eux, ils sont toujours là pour nous protéger. Ils leur disent de partir. Il y a des gars qui nous ont déjà menacés dans le bus, mais ils sont toujours là. Eux, heureusement qu'ils sont là pour nous protéger. S'ils n'étaient pas là, je ne sais pas quoi faire. Ces agents de médiation sont tous mis à disposition de la société Matisse par le conseil départemental, une mesure de renfort prise par l'ancien président Daniel Zaïdani après l'agression au couteau d'un chauffeur de bus en février dernier. Assurant une mission de proximité parfois difficile, ces jeunes médiateurs se disent aujourd'hui fiers d'être utiles. Je suis fier de trouver un métier comme celui-là, d'aider les élèves à bien rentrer chez eux. Voilà, on est là pour leur bien. Du coup, notre boulot c'est... Oh, taisez-vous là. Et notre boulot c'est de leur mettre en rang, qu'ils soient en sécurité, et de regarder aussi leurs cartes, de les faire monter un en un et qu'ils rentrent chez eux tranquillement. Vu que je suis connu par plein de gens, mon but c'est de aussi leur aider. C'est un grand espoir chez nous à Mayotte de viser loin, être bien, se protéger contre les agressions et tout. Engagés pour des contrats à durée déterminée de 6 mois renouvelables, leurs actions semblent porter leurs fruits. La société Matisse en fait le constat. Depuis le renforcement du dispositif, aucune nouvelle agression n'a été enregistrée. Le transport scolaire espère que cette collaboration avec la collectivité s'inscrive sur le long terme. C'est une réflexion qui est menée déjà depuis longtemps au niveau de Matisse, puisque la sécurité est un aspect important de notre boulot. Moins il y a d'agressions, moins il y a d'absentéisme. Plus les conducteurs se sentent en sécurité, plus les jeunes sont en sécurité, plus le climat de travail est bon, et mieux c'est pour nous. Donc il y a une réflexion qui a été menée déjà depuis longtemps sur ce sujet, et on cherche à améliorer le climat social chaque jour, on va dire. Pour lutter contre l'insécurité et l'incivilité au quotidien, Matisse met aussi en place des actions de sensibilisation destinées à ouvrir le dialogue avec les élèves de l'île, des actions qui petit à petit pourraient bien endiguer la violence aux abords des établissements scolaires. Cela fait maintenant 2 semaines que Imi Dati a été victime d'un accident de voiture alors qu'elle se trouvait dans un taxi avec ses 2 enfants. Suite à la violente collision, la mère de famille a été transportée consciente aux urgences. Mais alors qu'elle pensait son calvaire terminé, ce n'était en fait que le début. Récit de cette triste mésaventure avec Shakila Issouf et Fred Soleimana. Vidée et fatiguée, Imi Dati prend conscience qu'elle a échappé de peu à la mort. Si cette mère de famille a su par réflexe protéger ses 2 enfants, sa tête a violemment percuté une barre de fer alors qu'elle saignait abondamment au niveau de l'arcade sourcilière. La jeune femme n'est auscultée que 6 heures après son arrivée aux urgences. Face à cette insupportable situation, sa tante venue la soutenir prend les choses en main et décide d'éponger son sang à l'aide d'un torchon humide. Ils ont cousu, après ils ont fermé, le sang a coulé jusqu'à 20h du soir. Ils ont cousu, mais ce qui m'a étonné, quelque chose qui est cousu, le sang ne doit pas couler. Ça a coulé, après j'avais même pas de quoi m'essuyer. Ça traînait, après on m'a répondu, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour m'essuyer? Ils ont dit, il n'y a pas, non, l'hôpital n'a pas assez de compresses. Après j'ai une tantine qui est arrivée, elle a juste pris une compresse qui était mouillée, je ne sais pas si c'était quoi, elle m'a mis dessus, elle a enlevé le sang. Après j'attendais mon tour pour aller faire le scanner. J'avais une grosse bosse, l'œil enflé. Et le scanner, au lieu que ça soit fait dès que je suis arrivée, ça a été fait tard vers 14h. Hospitalisée toute la nuit, Imi Dati a pu ressortir le lendemain sans prescription médicale alors qu'elle avait subi une perte de connaissance de plusieurs heures. Sans certificat médical ni IRM cérébral, elle accuse le coup et se rend directement à la gendarmerie pour déposer plainte contre le CHM. Son motif, mise en danger de la vie d'autrui et dommage moral dû à un manque criant
de personnel au sein du centre hospitalier de Mamoudzou. Il faut marteler qu'il n'y a pas assez de docteurs à Mayotte. Mayotte n'est pas attractive. Mayotte est même presque à la limite un repoussoir pour un certain nombre de médecins. Il y a un certain nombre d'avantages qui sont donnés dans d'autres départements qui ne sont pas à Mayotte. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait 2 ans qu'on se bat là-dessus, 2 ans qu'on tire une sonnette d'alarme et que rien n'est fait. La jeune mère de famille de 25 ans se trouvait au moment de l'accident dans une situation de convalescence puisqu'elle avait subi dernièrement une opération à La Réunion en raison d'une infection intestinale. Elle demande aujourd'hui réparation et compte engager la responsabilité du CHM dans la mesure où sa première plainte n'a jamais été reçue. Sa famille se cotise actuellement pour lui payer un billet d'avion afin qu'elle puisse être soignée à La Réunion. Une affaire bien malheureuse qui souligne les limites de la prise en charge du centre hospitalier de Mamoudzou. À quoi ressembleront les magasins de fruits et légumes de demain? Pour réfléchir à l'implantation d'un réseau de distribution 100% mahorais, la CAPAM a fait appel au Berix Développement, cabinet de conseil parisien. Depuis octobre, une étude de fond est menée sur le territoire. Objectif, mieux répondre aux attentes des consommateurs mahorais. Ce matin, des étudiantes de l'École supérieure de commerce et de gestion participaient à la dernière partie de l'enquête. Elles ont délivré des questionnaires aux habitants de Mamoudzou. Reportage Camille Leca. Ce qui représente un peu la modernité. Vous êtes plutôt traditionnel ou moderne? Grande surface ou petite épicerie? Pour mieux connaître vos goûts et vos couleurs, la CAPAM, avec la collaboration d'étudiants de l'École supérieure de gestion et de commerce, avait un attirail de questions à vous poser ce matin, place de la République. Et les traditions l'emportent pour un grand nombre de sondés. La plupart des gens, ils aimeraient bien garder le patrimoine mahorais et ils disent que c'est notre richesse, quoi. Donc il ne faut pas le laisser tomber. Du coup, c'est ça en fait ce qu'ils répondent en général. En s'appuyant sur 3 planches tendances aux univers allant de la grande surface traditionnelle aux magasins modernes et design, en passant par l'épicerie aux évocations tropicales, le questionnaire vise à définir les attentes en termes de concept de magasin 100% local. Mais attention, si la forme est importante, pour les consommateurs, il faut aussi que les prix des produits soient adaptés. À une condition, que les prix ne soient pas abusés, que ce soit pour toute personne à Mayotte, au niveau des salaires. Vous savez qu'il y a un déséquilibre de salaire dans cette île. Ce questionnaire qualitatif est le 2e réalisé par la CAPAM et ses élèves de BTS Communication des entreprises. Le précédent portait sur les habitudes de consommation des Mahorais et leur vision de l'agriculture. Un projet important pour la formation de ces jeunes étudiantes. C'est très intéressant parce que ça leur permet de voir le projet dans la globalité, c'est-à-dire de l'élaboration du questionnaire jusqu'aux résultats obtenus et à la mise en valeur, des résultats en passant par le dépouillement. C'est un travail qui est extrêmement quasi exhaustif en fait. Donc pour eux c'est très intéressant de voir de A à Z comment on passe d'un premier questionnaire d'une idée jusqu'à des résultats en passant par le terrain. À Dzoumogniel, Chirongui et Mamoudzou, près de 150 personnes ont été interrogées. Et preuve que les Mahorais sont sensibles aux questions agricoles, 84% des sondés ont déclaré être solidaires de l'agriculture locale. Et pour ce qui est du réseau de distribution en projet, c'est la traçabilité des produits qui prime, comme l'explique Éric Bouillet, consultant pour la CAPAM. C'est très important de savoir où ça a été produit et comment ça a été produit. Voilà, ils sont très sensibles à l'aspect qu'on appelle les éco-phytosanitaires. Ça, c'est très important. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un souci qualitatif et qu'ils veulent savoir si c'était produit à Mayotte ou pas. On ne pensait pas que les gens seraient aussi favorables, enfin aussi sensibles à l'aspect origine. Voilà, origine du produit. 89% des consommateurs nous disent être intéressés par la provenance. Les résultats de l'étude complète seront livrés au courant du mois de mai par le cabinet Berix. Lieu d'implantation, type de magasin, budget et campagne de communication, plusieurs axes seront développés. La CAPAM aura alors toutes les cartes en main pour concrétiser le projet dans les mois à venir. Je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 28 avril dans l'actualité en bref et c'est présenté par Camille Leca.
Et toujours dans la série Faits divers, nouveaux affrontements entre individus de Majicavo Koropa et Majicavo Lamir ce week-end. Dans la nuit de dimanche à lundi, une première bagarre éclate après une affaire de cambriolage. Suite à l'intervention d'une brigade de gendarmerie, l'ordre est rétabli aux alentours de 2h30 du matin. Un dispositif de militaires est resté déployé jusqu'à hier matin. Et toujours hier matin, des groupes d'adolescents ont été aperçus par les habitants de Kaweni. Ils prenaient la direction de Majicavo Koropa, visiblement pour en découdre. L'accord de paix signé à la mairie de Koungou en présence des caddies en septembre dernier apparaît aujourd'hui bien fragile. Le lycée professionnel de Kaani sort vainqueur des Olympiades académiques des sciences de l'ingénieur, des sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. 4 élèves ont ainsi remporté le premier prix de la compétition qui s'est déroulée ce week-end à La Réunion. Leur création SmartJet a convaincu le jury. Il s'agit d'un propulseur aquatique autonome qui permet à des personnes peu expérimentées de se déplacer dans le lagon, presque sans bouger, sur une planche. Un outil combinant usage sportif et sécurité. En activant un GPS, le baigneur peut se rendre dans des points précis du lagon. L'équipe mahoraise participera à la finale nationale prévue le 20 mai prochain en région parisienne. Et enfin, le STM informe que le Georges Naouda sera en arrêt technique du 17 au 24 mai inclus. Par ailleurs, les navires Mahoré Mawa, S201 et Salamadjema 3 seront affectés à la ligne Balou-Colas pendant toute cette période aux horaires habituels des amphidromes. Le trafic des barges piétons restera lui inchangé. Et pour finir, cette note de bonne humeur avec le défilé de commémoration de l'abolition de l'esclavage, l'un des temps forts du Fatma, le festival des arts traditionnels de Mayotte. Une date historique donc que les Mahorais ont tenu à fêter hier. Et durant ce jour décrété férié à Mayotte, l'histoire et la tradition donnaient la réplique à la modernité au grand bonheur du public qui s'était déplacé en masse. Le reportage de Camille Leca et Leslie Vimné. Route barrée, trottoir bondé et ambiance de fête, voilà la description que l'on pouvait faire du centre de Mamoudzou hier en fin d'après-midi. Déguisés et vêtus pour la plupart de tenues rafistolées pour l'occasion, ils étaient nombreux à défiler dans les rues du chef-lieu au rythme des tambours. Et il n'en fallait pas moins pour fêter l'abolition de l'esclavage. On a regardé la télé, on a vu des esclaves qui s'habillaient comme ça. C'est pour ça qu'on a vu du rappel ce qui s'est passé à l'époque. Pour cette 8e édition, la DILS, la direction de l'ingénierie événementielle du conseil départemental, n'a pas lésiné sur les moyens. De samedi à lundi, 3 jours de commémoration durant lesquels la tradition était à l'honneur. Chants, danses et même pièces de théâtre. Plus d'une dizaine d'associations ont pris part aux festivités et bien sûr, tout le monde a joué le jeu. Si l'on compare avec d'autres territoires ultramarins, la question de la réalité de l'esclavage à Mayotte reste à trancher, car les avis divergent au sein de la population. Mais quand il s'agit de fêter son abolition, tous les esprits s'accordent. Alain Kamal-Marcel-Henri, je me tourne vers vous justement pour parler de l'abolition de l'esclavage à Mayotte. On a vu des festivités pendant 3 jours à Mayotte, ça a été fêté et on l'a dit en fin de reportage, la question divise quand même aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'il y a des spécialistes de l'histoire et puis il y a l'opinion publique dans ces deux choses bien différentes. Les spécialistes de l'histoire évoque parfaitement et confirme la période esclavagiste dans 2 phases, la phase arabo-musulmane et puis la phase qui commence à partir de la colonisation. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Les avis et les opinions publiques viennent d'une situation et d'un réflexe du Maoré souverain qui consiste à vouloir se cacher son appartenance africaine Makua Mshenzi. On sait bien quand on dit à quelqu'un qu'il est Mshenzi ou Makua, il ressent ça comme une insulte. Donc il faut
se fier au rapport des historiens et ce rapport ne donne aucun doute sur la question. C'est peut-être une volonté de votre part de le lier justement à ce festival des arts traditionnels de Mayotte pour bien implanter, pour bien insister là-dessus? Bien évidemment, parce que on l'a vu, le défilé montrait des danses apparentées à cette appartenance bantou, mais il y a aussi des danses qui sont des danses arabes, qui sont les danses dominantes, les débaj, maoulida, etc., les kasuda. C'est cette part, souvent yéménite, arabisante, que le maoré souhaite mettre en avant. Et il y a des instruments qui disparaissent, il y a des danses qui sont des danses beaucoup moins fréquentes, comme les chakacha, biyaya, maganja, et des instruments comme le machevé qui sont encore aujourd'hui, vous allez au Mozambique, au nord du Mozambique, vous les retrouvez, et qui sont l'apport Makua dans notre société. Et nous avions voulu cette année faire vraiment mettre l'accent sur cette partie de notre patrimoine culturel et confirmer encore, démontrer encore que nous sommes bien dans une grande majorité la descendance africaine issue de cette période assez difficile de l'esclavage. Alors, c'est pas la première édition, bien loin de là. Et les Mahorais commencent tout doucement à s'y faire. C'est devenu un événement incontournable dans le paysage événementiel de Mayotte. Voilà, donc le Fatma, c'est la 8e édition. Le Carnaval, c'est la 5e édition. Et on avait voulu justement dépasser le côté carnaval un peu infantile et naïf, avec des propositions très limites, pour aller dans la profondeur justement du patrimoine avec des choses assez sérieuses, des costumes, etc. Et cette année, il y avait une partie assez intéressante. On a intégré la danse urbaine, ce que on voit partout ici aujourd'hui à Mayotte, et qui n'est en réalité que l'expression moderne de cet héritage du tambour, de la percussion africaine. Alors on voit la jeunesse entre modernité et tradition mitigée, on l'a vu également dans le reportage sur les futurs magasins de fruits et légumes. On voit à Mayotte, en fait, on n'arrive pas à se détacher de cela. Ben écoutez, c'est très bien, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans tout le monde aujourd'hui avec la globalisation et la mondialisation? Les sociétés deviennent plus communautaristes. L'ethnie et la communauté n'ont pas forcément que des choses négatives. La communauté, c'est aussi un bassin de création, c'est-à-dire l'artiste le plus original, c'est celui qui part de son essence identitaire pour renouveler les choses, les moderniser. Et ceux qui imitent les autres sont toujours des artistes de second rang. Donc là, si le créateur de mode, si le danseur, si le chanteur, si la jeunesse puise dans le patrimoine identitaire pour avoir des expressions liées à la culture urbaine aujourd'hui, c'est une bonne chose. Alors on le voit, donc vous êtes directeur de la DIGE, donc c'est la direction de l'ingénierie, de la logistique et de la culturelle et événementielle. Culturelle et événementielle du conseil départemental. Quelle politique aborde justement le département concernant la culture à Mayotte? Quelle partie a été prise cette année notamment? Alors il y a un grand projet qui va être forcément dévoilé au grand public, qui est écrit. Et puis vous savez qu'on a une nouvelle assemblée qui a à sa tête un homme de culture, un homme savant, qui est le docteur Sabahattin Ibrahim, qui a des bonnes idées pour permettre donc une structuration à long terme de tout ce qui est la culture dans sa grande diversité. Mais les projets déjà connus vont être maintenus. Voilà, il a cité par exemple la création à Mayotte d'un centre de documentation pour la recherche de l'histoire de Mayotte, qui aura une dimension régionale. Et moi, je suis très sensible à l'idée d'un conservatoire des arts traditionnels de Mayotte, mais également, je crois qu'il est temps aujourd'hui de reprendre le grand projet qui a aujourd'hui 15 ans, mais qui n'a pas encore vu le jour, de la création ou de la construction des grands centres culturels qui pourraient regrouper l'ensemble des expressions
artistique et culturel de Mayotte. Merci beaucoup Alain Kamal Marcia. Merci Je rappelle, vous êtes le directeur de l'ALDILS du Conseil départemental de Mayotte. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Yann Durosa, représentant du personnel au collège K1 de Kaweni. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Bonne suite de programme à vous sur KTV.